Et si on rentrait dans la tête d'un pilote? Je te présente Victor Martins, c'est le jeune prodige des sports automobiles français. On l'a mis dans un kart à 10 ans et à 15 ans, il était déjà champion du monde junior. Aujourd'hui, il en a 21 et il est sur le point de tout rafler en Formule 2. Bien sûr, il n'a qu'un seul rêve, devenir pilote en Formule 1. Je pense des pilotes, des jeunes pilotes, on rêve tous de F1. Et pourquoi pas aller challenger sa grande source d'inspiration, le pilote Lewis Hamilton. Puisqu'Hamilton, c'est pas le plus facile à suivre au quotidien. C'était un épisode sensationnel car on a vu à quel point la partie mentale était importante pour les pilotes et à quel point Victor était sérieux et assidu pour mettre en place des routines qui lui permettent de devenir un champion. Faire de la respiration, imagerie, méditation, tout ça, j'essaye de faire aussi le plus possible. Bien sûr, on a essayé de creuser un peu plus en profondeur sur la personnalité des pilotes, mais comme tu vas l'entendre, c'est vraiment un état d'esprit particulier. On appréhende, on n'a pas peur parce que j'ai jamais eu vraiment peur. J'avais aussi très envie de comprendre comment on structure une carrière de pilote et comment Victor réussit à financer ses différents projets. Je le remercie pour sa transparence parce qu'il nous a vraiment tout dit. Après, je vais pas aller à l'euro près, hein, mais c'est aux alentours de 2 millions d'euros une saison de Formule 2. Donc mets ta ceinture car cet épisode va vraiment à 100 à l'heure. J'aimerais également remercier le partenaire de Victor qui l'accompagne dans son projet d'aller jusqu'à la Formule 1. Il s'agit de Corum l'Épargne. Si tu ne les connais pas, Corum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne qui sont à la fois transparentes car c'est primordial de savoir où est-ce qu'on investit son argent, mais également très accessibles puisque certaines solutions d'épargne sont disponibles à partir de 50 €. Donc c'est vraiment accessible à tout budget. Je vous rappelle qu'investir comprend des risques, notamment la perte en capital, donc faites très attention. Mais sachez que Corum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse qui a accompagné plus de 120 000 épargnants en 12 ans et j'ai investi moi-même pour être aussi performant sur la piste qu'avec mon épargne. Vous pourrez trouver plus d'infos sur corum.fr. C'est la fin de cette intro et de cette minute de pub. Attache ta ceinture, mets ton casque, appuie sur l'accélérateur, c'est parti avec Victor Martins. Salut Victor. Salut. Tu vas bien? Ça va, merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est un grand plaisir, franchement, je suis trop content d'être là aujourd'hui. J'ai kiffé préparer l'épisode, franchement, j'ai kiffé me plonger dans ton univers, découvrir la Formule 2, découvrir ton parcours aussi que je connaissais pas bien. Donc j'espère qu'on va se régaler aujourd'hui et on va pouvoir parler plein de choses. En plus, on est ici, enfin on a été mis en relation avec par Corum l'Épargne, avec qui ça se passe super bien. J'adore le partenariat qu'on est en train de faire, donc j'étais sûr qu'ils allaient me présenter une bonne personne. Donc on a un bon programme aujourd'hui. J'ai hâte de répondre à certaines questions, enfin même à toutes les questions, parce que je sais que ça va me permettre de me rappeler de belles choses de ma carrière et de ma vie au quotidien aussi. Yes, effectivement j'ai envie qu'on parle de ton parcours, j'ai envie d'avoir un peu tes tips de performance. Je sais que tu es un peu un petit geek là avec la Oura Ring et la Whoop. J'ai envie qu'on parle vraiment de pilotage, j'ai envie aussi de comprendre un peu les mécanismes financiers derrière tout ça. Mais avant, j'ai une première question que j'ai posée à 300 athlètes, c'est la question traditionnelle ici, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport? Mon premier souvenir de sport, c'est quand j'étais jeune, je devais avoir peut-être 5 ans, même moins que ça. J'allais voir mon grand frère qui faisait de la gymnastique à l'époque et j'allais à chaque fois le récupérer avec ma mère à chaque cours qu'il faisait. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai démarré ce sport. Donc en fait c'est le premier souvenir où je grimpais un peu partout, où je faisais... j'essayais de faire tout ce qu'il faisait. Bon, il a 4 ans de plus que moi, donc c'était un peu compliqué, mais... En fait, c'était le début de partager la même passion qui était d'abord la gymnastique. Bon, après, ça a changé, bien évidemment. Mais voilà, c'est les petits souvenirs que j'ai. Après, j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai regardé la F1 dans le canapé avec toute ma famille quand j'avais 8 ans ou un truc comme ça. Donc, non, j'en ai plein. Ok. T'as fait longtemps de la gymnastique? J'ai fait de 5 ans à 11 ans. Ouais, ok. J'ai fait, ça a quand même été... J'ai fait beaucoup de gym, surtout, je devais en faire peut-être presque 12 heures par semaine quand j'avais 10 ans. Wow. Ouais, non, la gym, ça a été une bonne partie de ma vie et de mon enfance. Donc,
Ok. Ouais. C'est ce qui m'a permis après d'être très bien physiquement et du coup d'arriver en sport automobile et d'avoir ce petit avantage aussi par Ouais. rapport aux autres. Tu dirais que ça sert à quelque chose, ouais, d'avoir fait Ouais, autant de prépa physique, ouais, ouais. autant de souplesse, autant d'explosivité, c'est Non, utile? ça m'a servi sur le côté physique, mais je Hmm. pense que ça m'a servi aussi sur le côté mental, d'être... déjà quand j'avais 8 ans, hein, je faisais déjà des grosses compétitions. En fait, à 10 ans, j'étais champion de France. Donc ça a été vraiment... je pense que ça m'a appris beaucoup de choses, la rigueur, la Hmm. discipline, cette concentration, cette pression envers le résultat et d'avoir ouais, déjà du monde, quoi. Il y avait, je me rappelle... ouais, je me rappelle le championnat de France, c'était dans le stade, je sais plus si c'était un stade ou c'était à Toulouse, mais c'était énorme quoi déjà. Il y avait déjà pas mal de monde qui Ouais. regardait et tout. Non, ouais, ça m'a appris beaucoup de choses, je pense, mais pas seulement sur le côté physique. Donc t'as pris goût à la victoire très jeune, Ouais, quoi. j'ai beaucoup, sans prétention, j'ai beaucoup gagné. Et c'est vrai que quand je regarde un peu comment ça s'est passé, j'ai l'impression que c'était. Euh, j'avais une certaine facilité, je prenais énormément de plaisir, je Hmm. travaillais, mais pas autant que je peux travailler maintenant dans le sport auto. Donc Ouais. ça m'a appris de gagner, voilà, cette détermination vers la victoire, mais aussi, ça, je pense, il y a eu des moments où c'était un peu trop. Ouais, je gagnais souvent. Honnêtement, c'était vraiment tout le temps. Et je me rappelle, il y avait des petites engueulades avec certains de mes coéquipiers et tout. Mais bon, ça, c'était quand on était jeunes, hein, donc ça va. Ouais, faut apprendre à gérer l'ego, c'est sûr, hein. Ouais, c'est Quand sûr. on est enfant, Mm. on est cruel, Ah, on on est pense qu'à dur, soi. Ouais, non, c'est on est sûr. peu humble aussi, Ouais, ça s'apprend. c'est Ouais. vrai. Pourquoi, si t'es champion de France à 10 ans et tout, qu'est-ce qui fait que t'arrêtes la gym? La passion. Enfin, Hmm. je prenais plus autant de plaisir qu'avant. Je m'amusais. En fait, je m'amusais à sauter partout, à aller faire du trampoline, mais plus à travailler. Et du coup, c'est vraiment pour ça, en fait, c'est que j'ai vu jusqu'à un certain moment, jusqu'à mes 11 ans, j'ai arrêté à 11 ans, juste après la Coupe de France, je me rappelle, à, je sais plus, à Bourges, exactement. Ouais. Je fais deuxième, et là, j'arrête parce que je prenais plus de plaisir. Et en fait, je commençais à suivre beaucoup la F1, le sport auto, à découvrir plein d'autres sports. Il y a un moment Hmm. donné, je faisais 4 sports en une après-midi, hein. Enfin, je veux dire, j'avais été Ouais, inscrit dans ouais. 4 sports. Et le mercredi après-midi, je faisais de la gym, je faisais du judo, du rugby et du baseball. Parce que mon père était en équipe de France de baseball, donc j'ai voulu essayer ce sport. Et j'allais de sport en sport dans l'après-midi et il fallait que j'en choisisse un parce que c'était un peu trop, quoi. Ouais, ouais, ouais. Écoute, j'ai reçu beaucoup de champions, beaucoup d'hyperactifs qui faisaient 1000 sports à la fois, mais faire 4 sports Ah en une non. après-midi, j'en connais pas beaucoup. Moi, j'avais un truc dans ma ville qui s'appelait le CIS, et c'était très bien, parce qu'enfin, en gros, en une matinée, c'était pour les parents, c'était trop cool, parce que tu sais, c'était un espèce de centre aéré, et en une matinée, tu testais 3 sports, et Ok. tous les trimestres, ça changeait. Donc tu vois, on faisait de l'ultimate, on faisait de l'athlé, on faisait du rugby. Après, c'est pour les gamins, tu vois. Ouais, Mais non, ça mais permettait de toucher à tout. Donc déjà, je trouvais ça beaucoup, quoi. Donc toi, 4, waouh. non, j'en ai fait plein d'autres, hein. J'ai fait du badminton avec l'école. Je sais plus comment on appelait ça, les compétitions entre les. Je Les sais plus. compètes inter-écoles, Ouais. ouais, ouais, je sais pas. Je sais plus le nom, mais je faisais ça, mais aussi limite je voulais commencer dans un club parce que non vraiment j'en ai fait plein. J'ai fait du Si, hand, enfin si ça avait pas été la course automobile, t'aurais fait quoi? Lequel tu préférais je sais pas. Parce que j'ai fait du foot aussi, j'étais gardien. Bon, je suis pas assez grand parce que j'aurais arrêté. Mais je sais pas. Ok. J'ai beaucoup aimé les sports mécaniques, dont la motocross. Et en fait, petite anecdote, c'est qu'avec, je la raconte assez souvent, c'est que quand j'ai été champion de France de gym, j'avais fait un pari avec mes parents. Parce que Ok. moi, quand j'étais jeune, plus trop maintenant, mais quand j'étais jeune, je marchais beaucoup au pari, à cette Hmm. motivation d'avoir quelque chose derrière et tout ça. Et avec mon père, enfin, c'était que ça, quoi. Et un jour, vu qu'en fait, quand on était jeunes, mes parents ils avaient des quads, des petites motos. Mon frère, il avait un Piwi, enfin des Piwi 50 pour s'amuser un petit peu comme ça. Parce que mon père était un grand fan aussi de sport mécanique.
Et du coup, il me dit, si tu gagnes le championnat de France, je t'offre une moto. Et Ok. vraiment, c'était... moi, je voulais le titre de champion de France, mais je voulais aussi cette moto derrière. Et en fait, je l'ai eu, du Mm. coup, avant d'être champion de France. Pourquoi, je sais pas, mais mon père, elle était déjà à la maison, il m'a dit, avant que je sois... Il était très confiant, je pense. Et du coup, en fait, j'ai commencé par faire de la moto avant de Ok. découvrir le karting. Ok, d'accord. Donc, si j'avais eu la même opportunité que le karting, d'y aller aussi souvent, d'avoir financièrement aussi cette volonté d'y aller, je pense que ouais, j'aurais essayé de faire de la moto. Ok, Parce ok, que je ok. suis un grand fan de sport mécanique, un peu de tout ce qui a des moteurs. Ok. Tu saurais dire pourquoi? Bah, la vitesse, l'adrénaline, les sensations, je pense que Hmm. en moto, en l'air, quoi. Même en fait, je pense que ça, je l'ai ressenti, je l'ai créé en gym, d'être Hmm. souvent la gestion dans l'espace de mon corps et de savoir où je suis. Et je pense en moto, sur ces choses-là, c'est assez similaire. Et après, la voiture, parce que je sais pas, la vitesse, tout simplement, la prise de Hmm. risque, cette adrénaline-là qu'on a quand on conduit à 200, 300. Ouais. C'est qui tes sources d'inspiration ou est-ce que le petit Victor, il était un peu fan de certains pilotes ou est-ce qu'il y avait certains pilotes que t'appréciais particulièrement? Lewis, quand j'étais encore aujourd'hui, hein, mais peut-être un peu moins. J'ai jamais eu vraiment d'idole ou c'est Ouais, juste bien ils sûr. m'ont inspiré. J'ai suivi leur parcours, ce qu'ils faisaient vraiment au quotidien ou le plus possible, parce qu'Hamilton c'est pas le plus facile à suivre au quotidien. On sait pas trop ce qu'il fait des fois, mais ouais, ça a été lui. Hmm. Et c'est ces moments-là, je me rappelle quand j'étais jeune ou les grands prix de F1, je suivais lui. En fait, je pense quand on est jeune, on aime une voiture, on aime une couleur de voiture, on aime un pilote et on le choisit, on sait pas trop pourquoi. Et après, on Ouais, continue à le suivre et ça a été lui. ouais. Et jusqu'à maintenant et tout le temps, je pense que ouais, c'est lui que je suis le plus. Mais je trouve il a un côté assez magnétique, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, il est jeune, il détonne un peu, Mm. il a pas le même look que les autres. Non, non, on a envie de. Puis il est arrivé très tôt, quoi. Je sais plus Ouais, il les est premiers arrivé podiums jeune. qu'il fait, mais il était vraiment jeune. Donc il y a un petit côté où t'aimes bien l'outsider, quoi. Non, non, bien sûr, bien Mm. sûr. Il a Mais eu, non, il a pas eu une carrière aussi très, très facile, mais par contre, il a toujours gagné et montré qu'il avait sa place mm. en F1, quoi. Donc, Ok, non, et puis l'à côté aussi du côté sportif, bien sûr. il est hyper intéressant ce qu'il veut dégager et ce qu'il veut montrer aussi dans le sport. Donc, Ouais. je pense que c'est pour le global, quoi, moi, que je le suis. Ouais, ouais, je trouve. Il a rendu très noble, je trouve, la F1 Mm. d'un côté un peu presque spirituel, tu vois, Ouais, bien aussi. sûr. Donc j'apprécie beaucoup l'athlète aussi également. Toi, à quel âge tu commences à gagner en karting, du coup? Alors, j'ai commencé entre 12 et 13 ans, parce que c'était plus Mm. du loisir au début, plus que de la compétition, parce que financièrement, on sait tous, non, peut-être pas, mais que c'est Ouais, vraiment un sport qui coûte très cher, où faut vraiment y aller, quoi. Faut être motivé, faut avoir les ressources derrière. mm. Et déjà, de prendre cette décision de commencer le karting, ça n'a pas été la plus facile par mes parents Ouais, que pour moi, parce que moi, jeune, forcément, je voyais que le côté le bon côté, quoi, de s'amuser, de faire du karting. Mais après, il y avait le côté vraiment financier. Mais 12-13 ans, et en fait, après, c'est parti très vite. mm. J'ai été du coup champion du monde à 15 ans. Et j'ai vraiment commencé ouais, vraiment la compétition au niveau national 13, 14. J'ai passé 2 ans en France. Ok, Et après, où je faisais tout ce qui était régional, enfin toutes les courses en Île-de-France, dans la région. Et après, il y avait le championnat de France, où je fais troisième. Et après, en 2016, je passe en hockey junior. Je ne sais pas si, ok. si tu vois ce que c'est. C'est Mm. la catégorie à 15 ans la plus haute dans le Ok, monde, où c'est vraiment c'est des moteurs qui vont super vite, bien évidemment, mais tu vas dans le monde entier, quoi. Surtout en Europe, en Italie, au Portugal, en Espagne, et c'est le plus haut niveau ok. du karting à cet âge-là. Et du coup, j'ai remporté le championnat du monde à Bahreïn à 15 ans. Waouh.
Donc une croissance, on va En dire. 3 ans, ouais, en Ouais. 3-4 ans, en fait, je fais une année où c'était un peu le loisir, c'était l'UFOLEP. Et après, j'ai fait vraiment Ok. 3 ans de vraie compétition avec la FFSA. Enfin, j'ai commencé à être soutenu par la fédération. À la fin La de fédération ma... te finance en partie. Pas au tout début, non, pas encore, mais par contre, ils avaient des programmes. Hmm. Il y avait un programme qui s'appelait le programme 10-15, donc 10-15 ans. C'était vraiment pour les jeunes. Ils avaient leur équipe de France, mais avant l'équipe de France, tu avais un Ok. petit programme où ils détectaient, ils prenaient des petits jeunes, on devait être 4-5. Et fin de la première année vraiment de compétition, j'entendais déjà quoi, qu'ils voulaient me prendre. Et la deuxième année, du coup, j'avais déjà intégré ce programme-là, Ok. qui après qui s'est terminé. Et du coup, en fait, en 2016, j'ai intégré directement l'équipe de France. Mais Ok. en fait, c'est toutes ces rencontres-là, toutes ces choses-là qui ont fait que on s'est toujours dit bah on continue, on va plus Hmm. loin, ça marche. Euh, on a les personnes qui nous font confiance, qui nous aident, qui nous disent d'aller là, là. Et c'est plus comme ça. C'est Ouais. au début forcément moi j'avais le rêve et on va dire cet objectif d'aller en F1 parce que voilà je voyais le truc comme un jeune voilà, qui avait un rêve. Mais c'est vrai qu'après il y a eu des moments et des étapes qui m'ont confirmé que c'était bien ça que je voulais faire et que j'avais une réelle Ouais. opportunité de y aller quoi. C'est quoi du coup le parcours un peu classique quand t'es pas fils de milliardaire C'est euh, gagné pour, le euh, parcours. pour passer effectivement du karting, tu vois, avec où tu gagnes les championnats de France, les championnats du monde, Mm. jusqu'à la F1 en fait. C'est moi ce C'est que j'ai compris, tu vois, ce que j'ai un peu compris de la F1, c'est que c'est de la sélection un peu subjective quand même, tu vois. Donc il y a voilà, des fois c'est des relations, des fois c'est de l'argent. Euh, donc comment, tu vois, quand on vient pas du sérail, entre guillemets, comment est-ce qu'on se fait sa place? on gagne, faut Mm. gagner partout où on va et vraiment avoir cette motivation en plus, peut-être que les autres pilotes, tout simplement. Après, il y Mm. a vraiment il y a un parcours, hein, c'est vraiment de commencer par le karting déjà, que ce soit loisir ou en compétition directement. Moi, j'ai commencé c'était vraiment plutôt loisir au début, et Mm. après, c'est devenu compétition. Et c'est vraiment. Moi, j'ai fait des courses au niveau voilà, national en France avec la fédération, avec la FFSA. Ouais. Et après, quand j'ai vu que j'étais assez bon, que j'avais l'opportunité d'aller avec une bonne équipe à l'international, bah faut y aller parce que c'est là où on se fait détecter en fait Mm. par les équipes de F1, en fait il y a plein de monde. C'est en grandissant que j'ai compris qu'ils envoient des personnes sur les courses, mais pas forcément des patrons d'écurie en F1. Hein. C'est pas forcément moi, mon patron Bruno Famin qui va aller sur une course de kart, ou Fred Vasseur, ou Toto Wolff, c'est plus des gens qui s'y connaissent, qui ont des liens, qui vont regarder, qui vont aller Mm. regarder s'il y a des petits jeunes ou des personnes qui sont voilà, envoyées par les académies pour aller voir des coachs, pour aller voir s'il n'y a pas un petit jeune à prendre. Et en fait, c'est l'endroit où il faut être. C'est le championnat du monde, le championnat d'Europe avec la CIK FIA. C'est de faire Ok. ce championnat-là, de gagner et puis après d'avoir l'opportunité de passer en F4. Donc Ok. après, français, c'est vrai que moi, la décision a été facile à prendre, c'est de faire un championnat de France F4 Ok. avec la fédération et, euh, et après de monter en Formule Renault, Formule 3, Formule 2 et après si tu gagnes la F1 derrière. Et après forcément d'être soutenu par une académie parce que tu peux pas... Aujourd'hui c'est quand même très compliqué financièrement de y arriver si t'as pas les moyens. Donc Mm. vraiment pour ma part, si j'ai pas une académie derrière, c'est juste impossible. Donc Mm. même sur le côté image, de montrer il y a vraiment le projet est concret et fort et tout le monde y croit en fait. Ok. Donc voilà, c'est d'emmener tout le monde avec soi et d'y aller quoi jusqu'au bout. Ok. Tu peux expliquer pour les auditeurs et les auditrices qui savent pas trop, enfin qui viennent moins du milieu, ce que c'est qu'une académie en fait? Alors c'est comme un...
On va dire c'est un junior team, quoi. C'est une académie où ils vont prendre des jeunes pilotes, ils les détectent, ils croient en eux, ils financent ou pas. Parce que le sport auto, ouais, c'est un peu à part, c'est qu'il y a aussi certains pilotes qui aussi payent, comme si c'était payent une prestation de l'équipe de F1 pour être suivi. Donc c'est un peu, il y a des pilotes qui payent pas, qui sont financés, enfin l'académie finance Ok. leur carrière et les aide pour arriver en F1. Mais de base, voilà, une académie, c'est pour aider le pilote, le prendre pour qu'un jour il ait une opportunité d'arriver en F1 avec l'équipe en question. Ok. Donc pour ma part, moi c'était Renault avant, Ouais. Renault Sport Academy. J'ai été pris par Renault avec un contrat qui dit que si je fais les résultats et je gagne les titres, bah, à chaque fois je monte en catégorie pour arriver un jour à avoir une chance à l'époque avec Renault, mais du coup c'est devenu Alpine et bah, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Ils me prennent et l'objectif c'est qu'un jour on soit en F1 ensemble. Ok. Ouais, parce qu'eux, ils sont présents dans toutes les catégories, en gros, et ils te disent, ok, c'est quasiment Ouais, quasiment. En fait, ils et décident quel pilote ils prennent. ouais, dans quelle catégorie te mettre, quoi. Généralement, voilà, ils prennent un peu partout. Ils essayent de pas en prendre. Quand on a plus que 5, ça commence à être compliqué parce que tu peux bien comprendre que quand il y a peu de place en F1 pour avoir l'opportunité de mettre les 5, après, forcément, il faut multiplier ses chances. Parce qu'à la fin, ça peut rapporter aussi beaucoup à l'équipe de mettre un de ces pilotes en F1. Mais ils en ont un peu partout. Ouais, ouais, ok. Ils décident en fait. Ok. Ok. Donc tu dépends effectivement un peu de leur volonté à ce niveau-là et de où est-ce qu'ils veulent te mettre. Bah non, après c'est une décision, ouais, ensemble quoi. On discute, on se pose. Moi j'ai deux enfin j'ai un management personnel qui gère aussi la relation avec eux. Et après j'ai ma famille forcément, mais tout le monde se coordonne Ok. et voilà, discute de ce que l'on veut, où on veut aller et ce qu'il faut faire. Après, il y a des fois, c'est pas tout le monde pense pareil, hein, bien évidemment, mais voilà. Mais Ok. après, c'est dicté aussi beaucoup par comment la saison se passe, les résultats, du coup, l'opportunité que tu as avec certaines équipes ou pas, en fait. Ouais. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup un jour, tu t'es le. Je pense dans tout, hein, dans tous les sports, mais c'est vrai que dans le sport auto, c'est un jour tu es un héros et le lendemain, si tu fais une erreur, t'es zéro, quoi. Donc, mais ça, après, c'est comme ça, faut s'y faire. Ouais, bah ça c'est clair. Ça fait partie de. Tu montes aussi haut que tu ne redescends vite, hein, donc ça c'est la dure loi du sport, comme on Bien dit. sûr. T'as appris quand même super jeune, du coup, les consciences de l'importance du financement, des sponsors, de tout ça. J'ai l'impression que ça fait prendre en maturité Ouais. x10, quoi. Parce que tu es tout de suite confronté à la réalité de ce sport-là, où les saisons, je sais pas combien coûte une saison aujourd'hui, mais Ouais, c'est énorme, hein. ouais, c'est énorme. C'est des budgets. Bah, il y a des tranches, hein. De toute façon, il n'y a rien. On cache. Après, je vais pas aller à l'euro près, hein, mais c'est aux alentours de 2 millions d'euros une saison Hmm. de Formule 2. Qu'il Et faut c'est toi qui financer l'avance. Ouais, c'est toi qui dois l'avancer. par soi-même ou justement par l'aide d'une académie, d'une équipe de F1 qui t'aide à financer les saisons, par tes sponsors personnels ou simplement par tes ressources personnelles de ta famille. Donc après moi, Ok. c'était pas forcément le cas, donc fallait trouver des sponsors, trouver. Après il y a aussi des fois des investisseurs qui veulent investir sur toi et après les académies de F1. Et les rentrées d'argent, elles se font comment? Alors, C'est c'est sur pas les moi prize money? qui. C'est pas. Non, non, non. Pas de prize. Il y a aucun prize money. Ok. Ou alors, j'en ai jamais eu. Pourtant, j'ai gagné des titres et non, j'ai jamais eu de prize money. Non, il y a scoop. vraiment pas de. Il y a pas de rentrée d'argent. C'est que de la sortie. En fait, c'est que tu perds jusqu'à un moment donné. Tu rembourses si tu arrives en F1 ou si tu vas dans une autre catégorie, parce qu'à la fin, il n'y a pas que la F1, hein, il n'y a pas que la Formule 1, il y a d'autres catégories, il y a l'endurance, il y a l'IndyCar, il y a le Super Formula au Japon, enfin, il y a plein de catégories qui pourront te permettre de rembourser ou de bien gagner ta vie.
Mais c'est vrai que normalement, 80%, je pense, des pilotes, des jeunes pilotes, on rêve tous de F1. Et quand on est dans la lignée monoplace, c'est pour aller en F1, c'est pas pour aller ailleurs. Mais c'est vrai que c'est que, même nous, pilotes, on n'a pas de salaire jusqu'en Formule 1. C'est vraiment que tu dépenses, tu payes tes saisons, tu finances, et à la fin, si tu y arrives, bah, tu fais... moi, je le dis je suis assez honnête là-dessus. C'est vrai que quand tu es en Formule 1, après, ils gagnent très très bien leur vie. Après, il faut durer, bien évidemment, parce que tu peux faire une saison et partir. Il y a déjà eu plein de cas comme ça. Mais si tu y restes sur des années, oui, tu rembourseras facilement tout ce que tu as dépensé. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pas pareil que le foot, où très jeune, tu gagnes déjà ta vie, tu peux créer des choses. C'est vrai que moi, je prends là l'exemple de moi-même, hein, c'est vraiment full focus sur le côté sportif, rien d'autre, parce que je sais qu'il n'y a que ça, que la Formule 1 qui va pouvoir m'aider, quoi. Ok. Et donc, le plan idéal, c'est quoi? Plan idéal, c'est là, à partir de maintenant, c'est gagner cette saison et après entrer en F1 l'année prochaine. Ok. Ça, c'est le plan idéal. Après, il y a plein de choses qui se passent en ce moment là. Il y a plein de pilotes qui signent, ou qu'on entend, qui vont signer dans telle ou telle équipe, et c'est vrai qu'ils peuvent fermer un peu comment on appelle ça, le mercato, peut-être. On va dire le mercato comme au foot, mais c'est vrai que ça peut bloquer certaines opportunités et du coup libérer ou pas certaines places. Donc voilà, il y a le côté sportif, il y a le côté financier, il y a le côté politique en F1. C'est un peu... faut que tout soit réuni, en fait. Mais pour ma part, c'est gagner, montrer que mon potentiel, il est là et que je suis prêt à rentrer en F1. Ok. Tu discutes avec toutes les écuries, un peu en parallèle, ou ton management, ou... Non, pas forcément. Parce que ça s'entend, et non, on peut vite casser une relation ou perdre confiance. Ok. Non, moi, c'est quand même assez clair, hein. Depuis 2018, je suis avec Alpine, anciennement Renault, et c'est vrai qu'ils m'ont toujours soutenu de la bonne manière. Ils m'ont toujours mis dans les bonnes catégories. Ils m'ont toujours aidé correctement, et avec toujours l'objectif d'aller en F1 un jour, et de le faire avec eux. Donc, non, pour l'instant, c'est pas le cas. Ok. Non, mais je voulais savoir, tu vois, toi, on entend beaucoup les footballeurs dont les agents, tu vois, discutent avec tous les clubs en même temps. On le voit des fois, enfin, il y a des situations un peu rocambolesques, tu vois, où tu as des bluffs, des faux bluffs, ça se téléphone et tout dans tous les sens. Et je me demandais, je pense que dans le foot, c'est permis parce que il y a beaucoup de trades, tu vois. Il y a énormément de volume de transactions, de joueurs et tout. Quand tu regardes les équipes, des fois, il y a des équipes qui changent du tout d'une année à l'autre. Là, dans un milieu qui est beaucoup plus petit, où il y a 20 places, du coup, de pilotes pour la F1, tout se sait, quoi. Tu peux pas... Il n'y a pas 10 000 recrutements par an, quoi. Ils sont tous amis ou ennemis, les patrons, mais ils parlent tous ensemble. C'est vraiment très, très... très petit, donc quand il se passe un truc, le team principal sait, s'il la met à l'envers à une équipe, enfin voilà, tout se sait. Donc vraiment, on reste assez, on essaye de rester fidèle. Et bien sûr, après, si on voit une opportunité ailleurs alors qu'on l'a pas avec notre équipe dans laquelle on est, c'est vrai que ça peut être frustrant. Ça peut être un peu énervant, mais après, c'est en discutant, hein. On peut être prêté, on va dire, comme on peut le faire au foot, et après revenir et toujours être sous contrat. Par exemple, tu peux être prêté ailleurs et toujours être sous contrat Alpine, quoi. Ça, c'est possible, mais c'est en discutant avec les écuries, quoi. Après, c'est vraiment fait, je pense, sur le moment. C'est pas, bien sûr, en avance, mais parce qu'il faut préparer les saisons. Là, je pense qu'en ce moment, on va dire... dans la tranche de 2-3 mois, c'est vraiment à ce moment-là que toutes les discussions vont se faire pour les baquets et confirmer les baquets pour l'année prochaine. Donc ça doit être fait en avance. Et c'est aussi pourquoi que c'est un peu compliqué, parce que moi, de mon côté, je dois gagner, montrer que voilà, je gagne le titre et je rentre pour rentrer en F1, mais aussi les discussions pour l'année prochaine.
se font là, bientôt, en ce moment. Et le championnat, il termine qu'en décembre. Donc en fait, c'est juste montrer, gagner, être aux avant-postes, montrer, faire des belles courses, être intelligent, et ce qui va motiver les personnes derrière. Il y a des moments de galère ou de stress de pas y arriver justement par rapport à tout ça, par rapport à un environnement qui est instable où il se passe beaucoup de choses. Oui, après, je trouve que pour ma part, non, ça a été à chaque fois une motivation ou vraiment de se remettre en question. Après, il y a toujours des petits doutes, mais ces petits doutes-là, ils n'ont jamais été, on va dire, assez forts pour que je perde toute confiance ou vraiment que je rentre dans un autre état d'esprit. Mais c'est juste de se remettre en question, de comprendre pourquoi. Mais par contre, oui, il y a de la pression, bien sûr. Comment on rencontre des potentiels sponsors, des gens comme ça, tu vois, quand t'as pas le réseau, quand t'as pas papa qui est milliardaire et tout, comment toi tu crées ces opportunités-là, ces rencontres-là, tu vois C'est des fois c'est le hasard, j'ai envie de dire. Après il y a aussi le côté, moi je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, j'ai beaucoup j'ai fait beaucoup de choses avec mon grand frère qui a toujours été qui est toujours là avec moi au quotidien, qui gère, c'est un peu mon manager au quotidien, quoi. Il va gérer un petit peu tous les petits problèmes, tout ce qu'il faut ajuster, les personnes à rencontrer, à aller voir, à solliciter. Mais en fait, on a fait pas mal de démarches ensemble. On est allé soit voir des amis à mes parents qui avaient une société, ou vraiment des rencontres par hasard. Mais après, par contre, faut le vouloir, quoi. Faut avoir quelque chose. J'avais une plaquette, oui. Une plaquette avec plein de choses, mes résultats, mes ambitions, comment je suis, l'humain que je suis derrière, et d'aller voir après les gens et de discuter. Mais j'ai toujours cru et penser de la manière où je me dis que en fait ça doit se faire naturellement. Si la relation, si la personne m'aime bien et a envie de m'aider, elle m'aide. Si elle a pas envie, elle a pas envie. Je vais pas aller montrer j'ai jamais aimé d'aller montrer une plaquette. Je suis un tel, je fais ça, j'ai envie de faire ça, aidez-moi. Non, j'ai toujours voulu créer un lien, créer une relation. Et si la relation est bonne, on crée un projet ensemble. Et là, c'est un peu l'exemple de Quorum l'épargne, où cette relation, j'ai rencontré le fondateur dans une salle de sport, au hasard. On a commencé à parler de sport automobile. Et ça s'est fait comme ça. On a parlé de sport, du projet voile. Je vais pas m'attarder là-dessus, qu'ils avaient à ce moment-là, à l'époque. Et après, j'ai rencontré les équipes. On a partagé un moment ensemble où on s'est dit, en fait, on a les mêmes valeurs, quoi, les mêmes valeurs humaines, les mêmes valeurs du sport. Et en fait, le projet, on s'est revus et c'est parti comme ça. Mais voilà, c'est vraiment c'est la relation que moi j'aime avoir avec mes sponsors. Ah, ok. Ouais, ils n'étaient pas spécialement dans les sports automobiles. Toi, ça te pose pas de problème. Ce que tu veux, c'est de la perf, des gens qui absolument kiffent, pas. C'est de l'engagement, de la performance, la motivation d'aller chercher l'excellence dans notre domaine, que ce soit le domaine de l'épargne ou du sport. Les valeurs sont les mêmes. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un gros projet sportif aussi. Est-ce que ça peut être intéressant pour toi en tant que pilote? Tu vois, c'est quand même un sport les sports automobiles, on les met très à part, tu vois. Est-ce que ça t'apporte, tu vois, de rencontrer des athlètes plus olympiques, tu vois? Là, je vais rencontrer Romain Dico, tu vois, par exemple, en judo. J'aimerais. Parce que j'ai probablement fait tous ces sports. Donc, non, j'aimerais beaucoup. Et ça peut t'apporter de la valeur, quoi, aussi, dans un projet un peu plus collectif. Ouais, non, bien sûr. À chaque fois, c'est assez marrant parce que je pousse et je leur dis quand est-ce qu'on va pouvoir partager un moment de sport ou vraiment du quotidien ensemble, parce qu'il y a plein de
de valeurs qui peuvent être partagées, et même juste simplement de discuter en fait de notre sport, de notre quotidien, de notre motivation, de comment on travaille, comment on gère certaines situations, certains moments de vie. Et voilà, c'est simplement la journée de lancement qu'on a fait, j'ai rencontré Sarah Balzer, Ouais. qui fait du sabre, et on a parlé pendant 30 minutes. Bon, j'ai quasiment parlé que à elle, tellement on a parlé longtemps, parce qu'elle était aussi fan de sport, de sport auto, Ouais, et elle connaissait pas mal de choses, donc c'était assez intéressant, mais de rencontrer Arthur Fils, de rencontrer François Daen, parce qu'en fait, j'ai mon manager qui fait de l'ultra trail. Il est fan de Ok. ça. Et il m'a toujours dit, je veux rencontrer ce mec. Je lui ai toujours dit, bah, le jour où je le rencontre, je vous parle de toi et j'organise une course. Comme ça, vous allez courir ensemble et vous partagez un moment, voilà, un moment ensemble où vous partagez la même passion. Mais ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, mais je pense que ça va arriver. Mais C'est vrai que toi, tu as cet avantage-là quand même, c'est que si tu invites quelqu'un à voir une course, personne ne peut refuser en vrai. Tout le monde qui aime un peu le sport, qui aime un peu la performance, si tu es un peu curieux, tu as forcément envie de venir voir et de te Ouais, dire bien sûr. waouh, c'est quoi, c'est quoi cet univers en fait. Bah, la plupart du temps, je me sens un peu coupable et tout, parce qu'en fait, j'ai tellement de monde qui me demande, et j'ai pas assez de, place, quoi. J'ai pas assez de passes et d'accréditation. Donc, Ouais. mais avec le partenariat avec Quorum l'épargne, justement, je pense qu'il va y avoir tellement de choses. Je vais pouvoir partager justement avec les équipes aussi mon sport, et de voir qu'est-ce que c'est, et de rencontrer. On a rencontré plein de gens de l'entreprise, et ça, c'était super cool aussi. Bon, bah cool, je vois que tu es bien accompagné et que ça se passe bien. Euh, c'est quoi le projet du coup pour une boîte comme Quorum l'épargne, tu vois, c'est de t'amener jusqu'en F1? Ouais. Bah, le but, enfin, même moi, on va dire mon projet, même personnel, et mon objectif, ça a toujours été, je me suis toujours dit, euh, voilà, j'adorais et j'aimerais beaucoup avoir un sponsor titre que j'emmène avec moi Ok, en Formule 1, qui soutient mon projet, qui m'aide à faire voilà, la bascule. vraiment de passer la dernière étape ensemble. Et, Parce qu'en F1, tu as le droit d'avoir plusieurs sponsors. c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai qu'en termes de contrat, il y a plein de choses, hein. Ouais, Parce qu'en fait, il y a beaucoup de droits à l'image et tout. Ouais. ce qui est un peu compliqué en F1, c'est par exemple, je vais faire simple. Si tu veux un logo, par exemple, sur une voiture, bah, tu es obligé de l'avoir sur les deux voitures. Sauf que bah, c'est pas toi qui roule dans l'autre, c'est ton coéquipier. Donc en fait, il y a aussi une question de budget qui peut être ça peut être des montagnes, hein, mais par contre, tu peux emmener un sponsor personnel. Ouais. Ah, ok. Tu peux l'avoir sur ton casque, sur ta combi. Tu peux être. Enfin, voilà, si tu es ambassadeur de la marque, il y a plein de pilotes qui sont ambassadeurs de sociétés, d'entreprises, de marques, Ouais. mais que eux, quoi, ils l'ont eux personnellement sur leur combi, sur leur casque, Ok, c'est ou intéressant. autre. Mais moi, j'ai très envie que ça dure longtemps, cette collaboration. Mais après, voilà, faut voir qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Mais j'en suis sûr, comment ça a débuté, je pense qu'on ira loin. C'est quoi la diff entre Formule 2 et Formule 1, du coup? Alors, c'est déjà la voiture, Ouais. simplement. C'est pas la même. On a un peu moins de puissance quand même. Elle se ressemble beaucoup quand même. Elle se ressemble beaucoup. Il y a eu une nouvelle réglementation où là, cette année, c'est vrai que à part l'aileron arrière, si vous la voyez, la F2, ça ressemble quand même beaucoup à une F1. Mais après, par contre, il y a quand même pas mal de différences. Ok. Le moteur, bah forcément, on a moins de puissance. On n'a que 620 chevaux. En F1, ils peuvent avoir plus de 1000. Donc, on a quand même voilà, un peu moins de puissance. J'ai quand même pris 334 km/h l'année dernière à Bakou. Donc, ça va quand même vite. Et après, le passage en courbe. Ouais, non, c'est... Mais j'avais pas l'impression d'être à 330. Hein. Tu transpires à cette vitesse-là, non? Ah, tu transpires, mais t'es surtout concentré. Hein. Je pense que t'as pas le temps de savoir que tu transpires, quoi. Après, par contre, le passage en courbe, vraiment en Formule 1, il est décuplé, quoi. C'est vraiment, tu passes beaucoup plus vite parce que t'as plus d'adhérence. T'es collé au sol.
Nous, on l'est aussi, bien évidemment, mais avec la F1, il y a tellement de paramètres, tellement d'ailerons en plus, de flaps. Enfin, si vous regardez, si vous mettez une F1 et une F2 à côté, c'est pas quand même pareil. Mais après, Ok. les pneus le, la dureté du pneu et à quel point il est tendre, la carcasse, les pneus sont pas les mêmes. On n'a pas le même nombre aussi Ok. de types de pneus. Ils peuvent en avoir 3, voire 4. Nous, on n'en a que 2, avec un Hmm. pneu pluie pour rouler sous des conditions pluvieuses. Et après, les réglages, où c'est pas aussi Ok. pointilleux que la F1, où on peut pas changer certaines choses en temps réel. Eux, avec plein de boutons sur leur volant, ils peuvent faire plein de choses et Ouais. presque changer totalement la philosophie ou le réglage et le ressenti que tu peux avoir dans la voiture. Nous, il y a des fois où il faut passer 2-3 heures dans le garage pour changer quelque chose. Mais à Hmm. la fin, voilà. Et les courses, le format du week-end aussi n'est pas le même. Nous, Ok. on a un essai libre, une Ah. qualif, 2 courses. 2 courses et une course Et- sprint, donc un peu Ok. plus courte, et une course longue avec un Ah arrêt ouais. au stand. Ok, d'accord. L'arrêt au stand, justement, pour nous apprendre et nous donner un avant-goût quoi, de ce qui nous attend en F1, où ils peuvent faire 1, 2, 3 arrêts au stand par course. Ouais. Donc ça, la durée des courses est pas la même aussi, quoi. La durée de Non, l'effort on est, a un peu, c'est nous, c'est plus 1 heure. intense, plus long, quoi. C'est en En tant F1, ouais. que... Ouais. C'est, on va dire, c'est à peu près 1 heure et demie en F1. Nous, c'est 1 heure, la plus longue. C'est déjà long, hein. Enfin, quand t'es Putain, tu te fais trincer, quoi, à quand la t'es fin. de ouais non non c'est plutôt très physique et très intense à certains moments. Après, ça dépend en fait du moment de la course. C'est vrai qu'il y a des moments clés, mais c'est vrai qu'en course principale, la course longue, on a un arrêt au stand, donc ça la divise un petit peu en deux. Mais c'est Hmm. vrai que ça peut être des fois quand t'es tout seul en tête devant, c'est long. Tu penses à plein de choses, tu regardes autour de toi, les écrans. J'ai vu des trucs par rapport à Verstappen qui disait qu'il regardait les écrans, les grands écrans là sur la piste. Parce Ah qu'il ouais. s'ennuyait, bien évidemment, quand il est À devant avec 300 30 km/h, secondes. il a le temps de... Oui, mais c'est pas si. Enfin, on Pour pourrait vous, ça devient croire, normal, en fait. mais ouais, enfin, on fait ça. Je fais quand même ça depuis que j'ai 12 ans. Donc ça Ouais, fait donc 10 ans. ton œil, En fait, ouais, on ouais. s'imagine pas, c'est pas comme. Je m'imagine en fait les personnes qui disent ouah, mais c'est dingue, jamais je ferais ça. Mais Mm. parce que je pense que vous comparez à quand vous allez faire du karting euh, en location, que vous en faites une fois par an, enfin, t'es crispé quoi, tu sais. Mais c'est vrai que quand t'es à l'aise, t'es dans ta voiture, dans ton baquette, tu fais ça depuis 10 ans, t'es concentré, mais t'as forcément des moments où bah, tu vas être un peu parasité, tu Ouais. vas penser à des... C'est vrai que moi, il y a des fois, j'ai pensé à des trucs pendant des courses, ça, c'est assez marrant, hein. C'est des trucs qui n'ont rien à voir avec la course, et pour autant, j'étais devant en train de gagner. Mm. Et je restais quand même concentré sur tous les paramètres sur quoi je devais être concentré. Ouais. Ouais, des fois, t'es tellement guidé par ton truc, t'es presque en pilote automatique et Bien ça sûr, marche. Ça marche. on roule inconsciemment, hein. C'est Ouais. l'inconscient qui nous fait faire des fois certaines choses que on appréhende, on n'a pas peur parce que j'ai jamais eu vraiment peur, mais voilà, Ouais, je vais te des fois, demander ça. Ouais. T'as déjà eu peur? non, Mm. non, non. T'as pas eu d'accident ou de... J'ai eu plein d'accidents, mais franchement, t'as pas le temps d'avoir peur Mm. quand tu fais un accident, ça arrive tellement vite que non, tu reprends conscience et tu te dis ah oui là je suis dans le mur encastré dans les pneus, dans les Ouais. pneus au-dessus de toi et puis tu te dis bon bah là il faut sortir donc non t'as, Ouais. t'as l'instinct de survie aussi qui parle à ces moments-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas peur, non. Ok. Je pense aucun pilote, en tout cas à partir de ouais on va dire Formule Renault, Formule 3, Formule 2 et F1, quand ça commence vraiment à être sérieux euh, et, et que t'es aux avant-postes, non, aucun pilote n'a peur. Ok. Ouais, ce qui peut faire peur, c'est peut-être... là, je pense à Romain Grosjean, mais c'est parce que, tu vois, il est bloqué dans sa voiture. Ouais, Sa mais voiture est en pareil. feu et c'est peut-être plus ça qui l'a... Ouais, qui est- l'après Ouais, peut-être, ouais, ouais. quand tu vis quelque chose euh, ouais, d'extrême comme ça, peut-être. Quoi, il Mais c'est reste vrai que quand bloqué t'as quoi, 30 encore secondes, 1 minute ouais, dans ça la devait être caisse en 30 feu? secondes, je crois.
Ah, t'as ou le un temps peu quand même de plus. voir un peu défiler. Oui, non, là, pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion de parler avec Romain Grosjean de ça, mais c'est vrai que non, Il est l'après reparti, quoi. doit être différent. Ouais. C'est vrai que jusqu'à temps que tu vives un moment comme ça, non, tu penses au plaisir, au succès que tu peux avoir. En fait, à la prise de risque, moi je le prends comme ça en fait, c'est que si je dois Mm. passer par exemple un virage à fond alors qu'il pleut des cordes et que c'est hyper dangereux et qu'il y a un mur à côté, non, je vais penser du coup au succès que je vais pouvoir avoir derrière en passant à fond le virage, à la Mm. place de me dire bah je vais possiblement me faire mal. Franchement, la dernière chose que je pense, c'est me faire mal dans une voiture. Ouais, tu Parce que m'étonnes. j'estime que aussi la sécurité a évolué et que on est, on est bien enfin, après, il peut toujours se passer plein de choses, mais ça a bien évolué. Est-ce que tu dirais qu'il y a autant de spécificités, de curseurs, un peu de données que tu regardes sur toi, que les ingénieurs vont regarder sur la voiture? Ouais, si, je pense. Mm. Et c'est vrai que bah, tu parlais de la bague tout à l'heure. Non, non, c'est vrai que en fait, je me rappelle avec mon grand frère, il y a peut-être 3 ans de ça, on parlait justement du sport auto et l'évolution de la voiture, à quel point Mm. elle est pointilleuse maintenant, il y a tellement de paramètres que tu te dis, mais en fait, l'humain, il n'est pas prêt, quoi. Enfin, il n'est pas prêt à gérer autant de choses, que ce soit sur le côté physique, mental, euh, cognitif aussi, parce que je travaille mentalement, beaucoup physiquement, mais j'essaye de le plus en plus et le plus souvent travailler cognitivement, d'être Mm. prêt à, sous la pression, sous les moments un peu compliqués, intenses, d'être hyper lucide, de faire plein de choses à la fois, parce qu'on peut avoir des boutons à changer, des molettes à tourner. Il y a plein de choses qu'on peut changer. Et ça, si on n'est pas assez lucide, si on n'est pas assez prêt mentalement, physiquement, Ouais. bah, le côté aussi cognitif, il ne suit pas, quoi. Et comment tu Donc, l'entraînes, ça? bah, ça peut être très simple comme très compliqué, hein. C'est faire, par exemple, on va se mettre devant un mur de lumière. Je ne sais pas Ouais. si Ouais, ouais. tu as déjà vu, où c'est un temps de réaction et en même temps, on Ah va oui, devoir faire t'appuies autre sur les chose. lumières dès qu'elles s'allument. Voilà. Ok. Après, et tu peux aller, par exemple, tu touches avec ton pied droit un autre plot quand tu touches la touche un tel. Enfin, ça peut être des trucs hyper compliqués comme hyper simples. Et après, il y a Mm. des machines, des ordis où tu tapes sur des touches rouges, en même temps, tu as un son. Enfin, tu as plein de choses qui, qui te rendent fou quand tu le fais. Tu as envie de balancer l'ordi par terre, mais justement qui te fait travailler cette lucidité et ce calme, quoi, cette sérénité quand tu fais la tâche. Mais après, il y a plein de choses. Il y a le sommeil. Hein, c'est Tu pour regardes ça beaucoup que moi, ça? Ouais, 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 c'est pour ça que t'as je la regarde bague. de plus en plus parce que j'avais un peu de difficulté là au début quand je commençais à voyager énormément, un peu à droite à gauche, et à toujours devoir être actif le lendemain, même après Mm. un long voyage. Et en fait, je pense que c'est ça sur la durée où j'ai remarqué, bah, tiens, je suis un peu fatigué là, et je voulais voir. Mais je m'arrête pas qu'à ça non plus, hein. Mm. Je sais qu'il y a plein de choses là, dans le futur. J'aimerais aller dans un hôpital, on peut se faire mettre des électrodes, enfin je sais pas trop, pour analyser justement le sommeil et à quel point on en a besoin ou pas, ça, Ouais. dépendamment de la personne. Mais ouais, le sommeil c'est hyper important. J'ai remarqué que le repos et la récupération, c'était aussi important que la préparation. Ouais, ouais, clairement, hein. Même si ce n'est plus, tu vois. En fait, tu peux te mettre un volume d'entraînement de ouf, mais le repos, tu peux pas l'étendre, quoi. On a tous 24 heures dans la journée et tout. Mm. Et, bah, écoute, si tu lis un peu, là, j'ai terminé un bouquin qui s'appelle Why We Sleep de Matthew Walker. C'est le plus gros neuroscientifique qui, pendant 15 ans, s'est mis à étudier le sommeil. Il a fait Je vais le lire. des expériences de ouf sur la mémorisation. Et moi, j'ai appris un nombre de trucs, mais je savais pas quoi. Est-ce que tu sais pourquoi les oiseaux volent en V? Tu vois un banc d'oiseaux, pourquoi ils volent en V? Mais en fait, c'est des oiseaux Là, migratoires. j'ai une petite idée. Vas-y, Ils vas-y. prennent l'aspi de l'un et de l'autre Alors, effectivement, ils prennent l'aspi, mais pour surtout, pouvoir en se fait, reposer. ils ferment un œil
et ils arrivent Ouais, à d'accord. endormir un côté de leur cerveau. Et du coup, quand Ah, c'est exceptionnel. ils ont fait plusieurs heures de vol, Hmm. et ben ils switchent de côté, ils ouvrent l'autre œil et ils ferment Ouais. l'œil qui était ouvert. Et du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à traverser des océans, à traverser la Méditerranée, en fait, sans avoir besoin de se poser. C'est parce qu'en fait, ils ont un espèce de semi-sommeil, tu vois. Ok. Et nous, on n'arrive pas à faire ça. On ne sait pas Non. reposer une seule partie de notre cerveau par rapport à l'autre, tu vois. Donc, tu vois, il m'a appris plein de trucs. Et moi, j'ai regardé, tu vois, typiquement, j'ai un très très bon sommeil paradoxal, mais j'ai un mauvais sommeil profond. Du coup, j'ai pas une très bonne mémoire. Ok. Et j'ai vu, en fait, la mémoire, c'est le sommeil profond, quoi. Donc là, je suis en train de mettre en place des petits protocoles pour essayer de changer ça, mais c'est ouf l'impact que ça, hein, franchement, sur ton niveau d'énergie, Ah bah oui, tes cette capacités. résilience aussi aux difficultés que tu peux rencontrer. Ouais. C'est aussi ça que j'ai pu remarquer. Tu vois, il y a T'es des plus moments- résilient quand tu dors mieux. Ouais, Hmm. ouais, mais ça peut être au quotidien, au sport, ou sur le côté mental, ou dans des moments très intenses. Mais non, ouais, après, ça engendre plein de choses, hein, on Bien sait sûr. tous. Mais ce côté-là, ouais. Ok. Ah, c'est intéressant, j'avais jamais fait, moi, le parallèle pour moi sur la Si, si, résilience, ouais. la hargne, un peu le côté... Ok. Après, je pense que ça peut varier, oui, ça doit varier de personne en personne. Ouais. Non, mais c'est pas étonnant. Ça doit être vachement lié au taux hormonaux et tout quand tu Mhm. dors bien. Ok. Mais je sais qu'aussi, tu vois, par exemple, il y a des pilotes de F1 qui sont suivis, hein, dont Hamilton. Ouais. J'ai lu plein de choses qui étaient suivies sur le côté sommeil, parce que, un peu moins maintenant, mais quand tu le connais et quand tu le suis, il y avait eu peut-être il y a 3 4 ans où il se faisait des events au Japon alors qu'il roulait à l'autre bout, enfin, au Brésil. Enfin, tu te dis, mais Cool. comment il fait, quoi? Comment il switch du côté sportif au côté professionnel. À un moment donné, il est là-bas, après et en fait, il est suivi, quoi. Ouais. Après, j'ai lu plein de choses sur Ronaldo aussi qui Ouais, faisait ouais, des un sièges. Je gros sais pas geek. si tout est vrai et tout ça, mais non, il y a plein de choses sur le sommeil et Hmm. la récupération. Mais c'est vrai que j'y apporte beaucoup plus, Importance maintenant. ouais, beaucoup plus d'importance maintenant qu'avant. Hmm. Avant, c'était vraiment que préparation physique. Mais maintenant, je me dis que la récupération, c'est aussi important, voire Ouais. plus. Ouais, bah, j'imagine, vous, c'est quand même un sport méga cérébral aussi, donc le cerveau, Ouais. faut le reposer. Bah, il faut que tu lises Why We Sleep. Ouais, mais j'avais prévu là. Il est pas Je l'ai dans très ma tête. agréable à. Le début est un peu trop scientifique, mais à la fin, c'est vraiment des conseils, des expériences qu'ils ont fait. Et tu vois, il y a des trucs assez ouf, moi, qui m'ont marqué, c'est que, bah, typiquement, par exemple, on leur fait, pendant qu'ils dorment, on leur fait écouter des trucs, tu vois. Et ce qu'on leur fait écouter, ils le retiennent beaucoup mieux, tu vois. Enfin, par exemple, on te donne une liste de 100 mots à retenir. Mhm. On t'en fait écouter 50 pendant que tu dors. Et en fonction. Vraiment pendant que tu dors. Ouais, pendant que tu dors, ils ont fait des expériences où ils mettaient un petit haut-parleur qui répétait une cinquantaine de mots parmi les 100. Je vais mettre ça pendant que je dors. T'es excellent, tu vas tout gagner. Non, mais ça marche. Eh ben, je vais Ça faire marche. ça. Ils ont vu que tu retenais 2 à 3 fois mieux Ok. les mots que tu écoutais pendant ton sommeil. Ils ont vu que si tu essayais d'apprendre quelque chose par cœur, si tu faisais une mini sieste de 5 minutes après, t'augmentais par 2 ou 3 tes J'ai- capacités cognitives et tout. Donc, il y a plein Ah, de trucs. j'ai une petite histoire par rapport à ça. Enfin, je pense que ça a un lien. Vas-y. C'est quand j'étais à l'école, hein, j'étais Mm. au collège, et j'aimais beaucoup. Enfin, je me couchais quand même très tard quand j'étais jeune, et j'avais souvent des problèmes du coup avec mon frère, ma mère et tout. Et j'apprenais mes cours à 23h minuit. Ok. Et en fait, ma mère, justement, elle s'énervait, mais en même temps, elle me disait ça, elle me disait, mais je sais que c'est bien d'apprendre tard, comme ça, après, tu vas dormir. En fait, tu assimiles Mm. énormément pendant que tu dors et tu retiens beaucoup plus. Et du coup, j'apprenais tout par cœur, juste avant de dormir. Et j'allais dormir, et ça a toujours marché, hein, donc je pense que, Ah ouais, non, c'est ça fonctionne vrai, bien. ce truc. Ouais, non, mais t'as raison. Bah, il en parle dans le bouquin. Et le deuxième truc qu'il dit là, c'est pour les ados. Euh, Tu sais, on a souvent l'image des ados qui se couchent tard, qui ont du mal et tout. Ah, Et en fait, apparemment, c'est normal. En fait, à l'adolescence, ton cycle du sommeil, il se dérégule. ok. Et du coup, on
on met plus de temps à se réveiller quand on est adolescent, tu vois, on a plus de mal à sortir du lit, on est plus grognon le matin et tout. Tu sais, on a tous l'image du film, tu vois, de l'ado, qui file la tronche au réveil. Mais en fait, apparemment, c'est normal, quoi. C'est normal de se coucher plus tard et tout. Hyper intéressant. T'as d'autres routines, d'autres hacks un peu de santé ou de performance que t'as mis en place au-delà Les du douches sommeil? froides. Douche froide Ouais. aussi. Ok. Les douches Pourquoi froides ça? que je fais parce que j'ai lu des bienfaits là-dessus, j'ai essayé. Hmm. Je me suis pas dit je lis il y a des bienfaits, je fais j'y vais quoi. Non, Ok. c'est que je l'ai fait et parce que je me suis senti je me sens bien avec quoi. Donc Ouais. vraiment tous les matins. Je dis pas que le soir pas forcément mais par contre tous les matins Ouais, sans faute. ouais, douche Direct froide, froid. ouais. Allez, Et, comme les vrais. mais c'est pareil, ça, je sais que sur la résilience, sur tu te sens fort, tu sens que tu as fait peut-être un truc de plus que les autres. Et c'est aussi tout ça Ouais. qui te motive, qui te tient en ligne quoi, sur ton objectif. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est un truc. Après, j'ai un bain froid. J'y vais pas forcément. Bah, je suis un peu tout le temps en déplacement, donc c'est un peu compliqué. Il est chez moi, donc je peux pas tout le temps le faire. Je peux pas l'avoir à l'hôtel, mais tu vois, la douche froide, c'est le truc que je peux avoir partout. Donc, Ok. ça, c'est un des trucs là que j'ai en tête. Bah, trop bien. Déjà, c'est beaucoup. Hein. Et après, Franchement, ouais, de faire de la respiration, imagerie, méditation, tout ça, j'essaye de faire aussi le plus possible. Mais des fois, je le fais dans l'avion, des fois chez moi, tranquille. J'essaye de... Après, tu as juste simplement besoin de t'asseoir quelque part, avoir un endroit calme, fermer les yeux et tu le fais. Donc, c'est assez simple. Tu connais par cœur tous les circuits? Oui, Trop. oui. Ouais. Après, par contre, ça, c'est un peu... C'est marrant quand on entame ce sujet. Si j'arriverais à le faire les yeux fermés, non, pas forcément. Et je pense que c'est faux, les pilotes qui le disent. Par contre, par cœur, oui. Je le connais par cœur. Ok. Je connais les vibreurs. Bah là, justement, je vais à Barcelone la semaine prochaine. Et on fait toujours des track walks, des tours de piste à pied. C'est un peu la traduction en français. Où justement, en fait, c'est aussi un moment où on va partager un moment avec notre ingénieur, notre équipe, notre coach pour discuter des améliorations qu'on emmène des week-ends d'avant, parler un peu setup, de la voiture et tout ça. Mais aussi, surtout, des points de repère, de ce qui a pu changer sur le circuit, où tu vas mettre ta roue, où tu vas pas la mettre, quelle approche tu dois avoir, les panneaux aussi de sécurité. Il y a plein de choses, quoi. Donc, en fait, ouais, il faut faire ce genre de choses. Ah ouais. Ça me fait penser beaucoup aux skieurs, tu vois, qui ont le droit de descendre. Enfin, ils ont le droit à une descente, mais qui vont faire vraiment au ralenti, tout doucement avec leur coach pour regarder les virages, regarder l'état de la neige et tout. Ils ont que le droit à ça, quoi. C'est un peu comme nous. Après, c'est vrai qu'on pourrait le faire plein de fois, mais je veux dire, une fois, ça suffit. Ça suffit. Ok. T'arrives à créer des bonnes relations justement avec les ingénieurs, avec toute l'équipe et tout? Ouais, c'est qui tes rôles clés en fait? Les gens avec qui tu dois vraiment bien t'entendre dans la team? J'ai envie de dire l'ingénieur en premier. Ouais. Parce que c'est avec lui que tu travailles directement. C'est l'ingénieur en chef. Il y en a un qui... Ok. En fait, en F2, à F3, t'en as qu'un, mais en F2, t'as deux ingénieurs. T'as ton ingénieur principal, ton ingénieur de course, qui va te parler à la radio, en simple, qui va te parler à la radio, que vous pouvez entendre quand la radio elle est retransmise. Et après, tu as celui qui est en support de l'ingénieur, qui va plus analyser, faire les exports des données, les mettre dans certains fichiers, on va dire mâcher un peu tout le travail en profondeur de l'ingénieur de course qui doit être plus basé sur le setup de la voiture, réfléchir là-dessus, discuter avec le pilote, regarder les data, le driving, donc les données en fait de pilotage, quoi. Comment tu accélères, comment tu freines, comment tu prends le virage et tout ça. Et tu as ces deux personnes-là. Donc tu es vraiment très proche d'eux. Après, tu as ton mécano. Mais c'est vrai que on en a deux. Un mécano et un aussi en support.
pour Ok. aider, parce qu'il y a quand même des fois beaucoup de boulot à faire entre les séances. Mais ce qui est un peu marrant, et en même temps, enfin c'est marrant parce qu'on en parle assez souvent, mais ce qui est aussi embêtant, c'est que tu le vois jamais quoi, sur un week-end de course. Tellement que tu Ah. travailles avec ton ingénieur, tu es tout le temps dans le camion, dans le garage de l'équipe, et que tu es à réfléchir sur qu'est-ce que je peux mieux faire là, tu regardes les courses en replay. En fait, tu travailles tellement que, ou en tout cas pour ma part, que limite je vois jamais mes mécaniciens quoi. C'est parce qu'eux aussi ils travaillent tellement qu'en fait on est à peut-être 20 mètres quoi, de l'un et de l'autre, et on va se parler 3 fois quoi, dans la journée. Ok. Donc, Ouais, chacun est ouais, méga il concentré focus sur sa performance. tâche. Ouais. Ouais, ok. Et après, le team principal. Le team principal qui est quand même très important parce que c'est lui qui coordonne tout le monde, qui met en relation tout le monde. Donc, si tu n'as pas non plus une bonne relation avec lui, c'est un peu compliqué. Et, Ok. et généralement, il y a un directeur technique Ok. qui gère tous ces ingénieurs. Je me souviens d'une conversation avec Jean-Éric Verne qui me disait que dans certaines équipes où il était passé, il aimait pas du tout l'ambiance hyper testostéronée, compète tout le monde est sous pression, ça s'engueule, des fois c'est un peu violent, un peu hard et tout. J'ai jamais eu ça, tiens. Toi, t'as jamais eu ça? Non, franchement, jusqu'à maintenant, je suis passé dans des très bonnes équipes où je me suis à chaque fois toujours bien senti. Mais par contre, il y a eu des petites différences, hein. C'était pas toujours pareil. Il y a des équipes où ça travaillait beaucoup, mais tu voyais que c'était beaucoup dans le kiff, quoi. Tout le monde est content d'être là, on rigole. Et finalement, en fait, ça t'apporte d'autres choses qui sont bonnes. C'est juste que ça t'apporte, par exemple, ça m'a apporté de la confiance parce que je me disais, tiens, ils sont contents, ils ont confiance en moi, tout le monde est heureux d'être là, un peu du positif, quoi. C'était vraiment du bien-être et tout avant d'aller rouler. Et on travaillait, mais on travaillait plutôt en qualité qu'en quantité. Et finalement, j'ai trouvé des belles choses à travers ça. Par contre, je suis passé dans des équipes où c'est hyper carré. C'est telle heure, débrief pendant tel moment, et qui apporte aussi des très bonnes choses, hein, parce que tu passes en revue plein de détails qui peuvent t'apporter plein de choses. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai tendance à beaucoup travailler, à passer en revue tous les domaines. Et c'est vrai que si tu fais pas le switch, ou des fois tu mets pas de côté le côté... comment je peux l'expliquer? Si des fois tu vas pas rouler à l'instinct et au naturel, est-ce que tu ressens, et que tu te poses trop de questions, des fois ça marche pas forcément. Ok. Donc, mais franchement, dans toutes les équipes dans lesquelles je suis passé, à chaque fois ça s'est très bien passé en termes de relations, travail, et ce que j'ai appris. Tu t'adaptes quoi, au personnel, à l'environnement. Bon, je vois qu'il est 57. Je m'étais engagé à te libérer pour midi. On peut tarder un peu. Mais non, mais écoute, on a essayé de rentrer en tout cas tout dans le créneau. J'ai 2 petites questions de la fin. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou je sais pas, des fois je dis une série, mais bon là pour la voiture, il y en a une à laquelle tout le monde pense, mais qui toi t'ont particulièrement inspiré récemment, tu as une recommandation de contenu, tiens, sur laquelle t'as beaucoup appris. J'ai en tête, j'ai lu Miracle Morning. Ok. Je sais pas si ouais, bien sûr. Quelque chose. Tu le fais, toi? Tu l'as fait? C'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai pris des choses du livre où, tu vois, je faisais déjà tout ce qui était méditation, visualisation, douche froide, on va dire aussi une activité physique. Tu vois, je m'étire des fois souvent le matin, je médite, je visualise, je respire, tu vois, après j'ai adapté, mais c'est vrai qu'il est hyper intéressant Ok. Après, je pense qu'il faut se l'incorporer à soi-même, faut pas juste le suivre bien sûr. Au doigt et la lettre, mais non, il était en fait, tu te dis quand tu lis le livre, tiens, je vais devenir une bête à partir de demain, mais j'ai plus pris le truc où je me suis dit, tiens, il y a peut-être des choses que je vais prendre. Non, je le recommande. Ok. La toute dernière question, c'est de savoir quel est le prochain invité que tu me recommandes d'aller interviewer
pour parler performance. Pas forcément du coup dans le monde de, tu vois, Pas de quorum épargne non l'automobile. plus. Si, vas-y, tu peux, bien sûr. Mais j'ai déjà eu Sarah. Je sais que tu as parlé un peu de Sarah, mais j'ai déjà rencontré Sarah et François. Donc, Ok. mais s'il y a un ou une athlète que tu me recommandes avec qui tu as un peu échangé, ce serait grand plaisir. J'en ai pas là en tête. Après, j'allais dire dans le. Dans le Non, sport je auto, sais peut-être pas. un copain ou une copine avec qui qui aurait des choses intéressantes à raconter sur le haut niveau. J'en ai pas, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de. Je côtoie pas beaucoup de grands sportifs. Et justement, c'est pour ça, enfin, c'est à côté de la plaque, mais c'est pour ça que je vais vraiment kiffer à rencontrer les athlètes de Quorum. Parce Ok. que justement, je vais pouvoir rencontrer des autres sportifs. Non, j'en ai pas en tête là. Bah écoute, on fait une petite passe pour Roman Je peux Dico qui demander, sortira mais juste après. c'est Hein? vrai. Ok. Ouais, ça roule. Bah écoute, merci beaucoup Victor, je me suis régalé, c'était un pur Ouais, moment. moi aussi. J'espère que tu as kiffé aussi. Ouais. Et Trop cool. tu nous as fait une vraie masterclass sur plein de sujets et tout, et je vois que tu mets plein de trucs en place, donc c'était trop intéressant. Merci à toi. Merci. Merci pour l'invitation, c'était cool. À plus. À plus.